Suivez-moi, nous partons faire le tour de l'actualité du bassin méditerranéen. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous rejoindrons la Syrie où la guerre se poursuit. Parmi les combattants, des Français venus renforcer les unités kurdes qui se battent contre l'État islamique. L'une de nos équipes les a rencontrés. Eux combattent Daesh avec leurs crayons. Des caricaturistes italiens ont créé un journal satirique en ligne. Nous leur donnerons la parole. Nous irons ensuite en Grèce assister à un spectacle hors du commun. Des danseurs valides et handicapés se sont réunis pour une chorégraphie sous-marine. Mais avant de développer plus en détail ces titres, revenons sur ce prix Nobel de la paix décerné à un quartet menant le dialogue national en Tunisie. Celui-ci a écarté le risque de guerre civile en 2013 et remis le pays sur les rails de la démocratie. Le détail avec Stéphanie Loeb et Sophie Tallois. Tout le monde attendait Angela Merkel ou le pape François. Mais c'est la société civile tunisienne qui a été récompensée pour avoir remis le pays sur la voie de la démocratie et sauvé les acquis de la révolution de Jasmin de 2011. Pour le pays tout entier, ce prix Nobel est une immense fierté. Nous méritons ce prix Nobel de la paix depuis longtemps. Nous aurions dû l'avoir depuis le début de la Révolution, car nous sommes un peuple pacifique, malgré les difficultés. Dieu merci, nous avons ces 4 organisations qui contribuent à l'unité nationale. J'espère que ça nous permettra d'aller plus loin sur le chemin de la démocratie. Composé du principal syndicat du pays, du patronat, de l'Ordre des avocats et de la Ligue des droits de l'homme tunisienne, ce fameux quartet s'est constitué en 2013. Cette année-là, 2 figures politiques sont assassinées par les djihadistes. L'anti-islamiste Chokri Belaïd et l'opposant de gauche Mohamed Brahmi, abattu devant son domicile près de Tunis. Leur mort provoque une vague de colère et une crise politique profonde. Le pays est au bord de la guerre civile. Le quartet se met alors en place. Il parvient à rétablir le dialogue entre les islamistes et leurs opposants. C'est autour de ce quartet que la négociation a pu être renouée et qu'une constitution moderne a vu le jour. Une nouvelle constitution suivie d'élections législatives et présidentielles. Fin 2014, Beji Caïd Essebsi devient le premier chef de l'État élu démocratiquement. Ce prix Nobel consacre le chemin que nous avons choisi, celui de trouver des solutions consensuelles. La Tunisie n'a d'autre solution que le dialogue malgré les désaccords idéologiques. Le quartet a sauvé la démocratie, mais celle-ci reste fragile, menacée par la violence djihadiste. L'année 2015 est marquée par 2 attentats sanglants contre le musée du Bardo en mars et sur la plage d'un hôtel de Sousse en juin. Des attaques revendiquées par l'État islamique. De quoi ébranler toute l'économie du pays, dont le tourisme est la principale ressource. Ce prix Nobel est donc aussi un encouragement à poursuivre dans la voie du dialogue pour maintenir la seule démocratie issue du printemps arabe. Pour cela, la France est prête à apporter son aide. François Hollande l'a rappelé vendredi en recevant à l'Elysée les lauréats du Nobel de la paix. Oui, plus qu'un prix, ce Nobel représente un vrai espoir pour la Tunisie et les Tunisiens en route vers la démocratie, une démocratie encore fragile. Aujourd'hui, de graves menaces sécuritaires planent toujours sur le pays, avec elles de lourdes conséquences économiques. Quoi qu'il en soit, nombre de Tunisiens restent optimistes et y croient plus que tout. Rencontre signée Samassoula, Tatiana Daligo. Levée de drapeau et hymne national dans un lycée à Tunis. Cérémonie solennelle pour célébrer le prix Nobel de la paix décerné à la Tunisie. Des élèves conscients de la valeur du symbole. C'est un honneur pour tous les Tunisiens. Ça augmente l'estime de la Tunisie dans le reste du monde quand on entend qu'elle est prix Nobel de la paix. Le pays il est dans un cadre très mal et on a besoin de tout le monde, le réconfort de tout le monde. Un prix venu mettre du baume au cœur des Tunisiens. Les attaques ont dévasté la saison touristique et plongé le pays dans l'incertitude. Et un des prix à payer, c'est une situation économique et sociale très difficile. Dans la presse, les Tunisiens ont appris un nouveau drame du chômage. Un trentenaire s'est immolé par le feu à Sfax. C'est désolant. Vraiment triste quand tu vois des jeunes qui font ça. Et comme pour appuyer ses propos, un homme vient nous brandir un papier. C'est quoi ça? Ça, c'est une attestation de chômage. Et chacun de sortir le même papier de sa poche. Les investisseurs ont déserté la Tunisie. Pourtant, certains veulent encore y croire.
Lotfi Hamadi, tunisien expatrié au Canada, est revenu après la révolution. Bonjour. Aujourd'hui, il investit 1 million d'euros dans ce projet de restaurant haut de gamme à Tunis. Les attentats ont pour objectif de nous faire abandonner. Donc bien au contraire, plus il y aura ce genre d'événements et plus on sera déterminé à continuer à investir, à étudier, à travailler en Tunisie. Sur la colline de Sidi Bou Saïd, les vendeurs de souvenirs tuaient l'ennui comme ils le font depuis des mois, en attendant le retour des touristes. L'actualité du bassin méditerranéen, c'est aussi la guerre qui se poursuit en Syrie. Le régime syrien appuyé par l'aviation russe, les miliciens pro-régime, le Hezbollah libanais et des combattants iraniens a étendu cette semaine son offensive contre les rebelles dans le centre du pays. L'occasion pour nous de partir à la rencontre de Français, d'Allemands et de Canadiens. Ils étaient gendarmes, architectes, serveurs et ils ont tout quitté pour servir au sein des unités kurdes qui se battent contre les terroristes de l'État islamique. Martine Laroche-Joubert est partie à leur rencontre. Regardez. Ils s'appellent William, Damien. Ils sont français, canadiens, allemands, américains. Une poignée de volontaires étrangers venus se battre aux côtés des Kurdes de Syrie. Leur ennemi commun, le groupe État islamique, embusqué dans cette ville, Tal Abyad, à portée de vue. William, son nom de code, est un Français de 45 ans qui travaillait dans la communication. Sans expérience militaire, dit-il, à part son service. En Syrie depuis 4 mois, il nous montre sa mitrailleuse. Ça soit là, ça se règle. Il y avait un instrument de visée, il en reste un petit peu. C'est russe, donc ça tient le coup, quoi. Il faudrait des instruments de visée nocturne, et puis peut-être du matériel plus récent, c'est sûr. Et puis des munitions aussi. Parfois on tire avec des munitions qui sont de 1974, quand c'est pas plus vieux. Donc, Les Occidentaux ne livrent pas d'armes aux Kurdes de Syrie. Ils sont proches des séparatistes du PKK, une organisation classée terroriste par la Turquie et l'Union européenne. Mais pour William, pas question de rester spectateur dans cette guerre contre le groupe État islamique. Il n'y a pas eu vraiment de déclic, c'est plutôt une montée en puissance. C'est l'histoire des 1200, je ne sais pas comment ils étaient à l'époque, ils étaient plus 1000 Français qui étaient partis chez Daesh. C'est le fait que ça fait 30 ans que les extrémistes islamistes nous emmerdent, ils viennent foutre des bombes chez nous, ils sont insupportables, et que ça a pris des proportions qui sont inacceptables. Et puis c'est le fait que ces types ils se pavanent sur Internet et dans les médias en affirmant ouvertement que les gens comme nous n'ont pas le droit de vivre et qu'on doit nous exterminer et qui feront tout pour faire péter des bombes chez nous, venir nous tuer et changer notre mode de vie. Voilà, petit à petit ça monte. Un discours convaincu. Les combattants étrangers ne viennent pas ici pour l'argent, nourris, logés. Ils nous disent ne pas toucher de salaire. William retrouve ici un Hollandais. Tous partagent la même volonté de se battre physiquement contre les hommes de Daesh. Cette jeune femme, une Canadienne, a rejoint les rangs des YPG, ces femmes combattantes kurdes, toujours en première ligne. Moi, je suis venue ici combattre le mal absolu. De son côté, William apprend le kurde. Pas facile de communiquer avec son commandant. C'est du vinaigre, mais on se comprend. Des années, comme des cons. Entre eux, l'essentiel, la confiance. On a un petit deal. Où il va, je vais, donc comme ça on est ensemble. L'heure de l'offensive approche. Face à un ennemi lourdement armé, les Kurdes se remontent le moral comme ils peuvent. Dans le ciel, tournent des drones d'observation et des F-16 qui bombardent les djihadistes. Sur cette colline, des snipers, hommes et femmes. À un peu plus d'1 kilomètre, flotte le drapeau noir du groupe État islamique. William se veut confiant, malgré la tension. Une colonne de combattants s'approche de la ville. Ils sont très vaillants, les Kurdes, ils sont courageux, ils ne se laissent pas faire, et puis ils ont quand même une bonne expérience de la guérilla et du combat. Et puis ils n'ont pas le choix, parce que sinon ils se font exterminer. Donc, À quelques kilomètres du front, cette base militaire.
Les combattants étrangers ne sont pas particulièrement surveillés de retour dans leur pays, même les très jeunes. Damien, 20 ans, arrive de Normandie. En France, il a essayé d'intégrer l'armée, la Légion étrangère, sans succès. Alors, il a pris la route. Au début, j'en ai parlé à mon frère. Au début, c'était t'es fou, t'es malade, t'es un fanatique. Et après, j'en ai parlé un peu avec ma mère. Donc après, j'ai vu qu'ils prenaient vraiment mal le truc. Et après, je leur ai dit le dernier jour, le matin où je suis parti. Et donc, ils ont dû en discuter entre eux. Ils ont accepté le truc finalement. Pour Damien, partir se battre contre Daesh à 20 ans, c'est un choix idéologique, mais surtout la réalisation d'un rêve, l'aventure. C'est toujours la routine en France, une vie de robot, j'aime pas. C'est pas fait pour moi. Vous avez besoin d'adrénaline ? Ouais, j'aime bien tout ce qui est action, adrénaline, tout ça et tout, donc ouais. Juste le fait d'être au fond, on kiffe quoi. Son seul souci, sa mère. Pas comme si je faisais pas attention. William, lui, entre dans la ville libérée par les Kurdes. Une atmosphère de fête. Mais tous savent que les djihadistes n'abandonnent pas si facilement leur proie. Bien intégré chez les combattants kurdes, William, pour eux, est un exemple. C'est bien que des Français viennent ici combattre Daesh. Si un jour la France est menacée, si elle a besoin de nous, j'irai me battre chez vous. Première patrouille dans la ville pour William et son unité. Ici, sans doute, des habitants ont apporté leur soutien au groupe État islamique. Sur de nombreuses maisons, nous voyons les emblèmes de Daesh. Pour William et tous ceux qui combattent en Syrie, l'accalmie est toujours de courte durée. La Syrie qui a dominé entre autres le palmarès des prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Plusieurs reportages primés par le jury international la semaine dernière s'attaquent au groupe État islamique. Une stèle à la mémoire des 71 journalistes tués dans leur fonction entre mai 2014 et juin 2015 a par ailleurs été dévoilée. Vous le voyez, les noms des 12 victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo, parmi lesquels Jean Cabu, Stéphane Charbonnier ou encore Georges Wolinski, ont été inscrits sur ce monument. Et des dessinateurs qui n'avaient pour arme que leur crayon, ils restent ancrés dans la mémoire des caricaturistes, à l'image des vignettisti italiens qui ont créé un journal satirique en ligne. Portrait croisé signé Fabrice Liégard, Didier Albrand. Deux hommes à leur fenêtre, avec chacun une paire d'yeux pour voir et une main, une patte pour croquer le monde. Le dessiner sous tous ses traits d'humour surtout. Dino, le quinca turinois, ne pense même qu'à cela depuis son plus jeune âge. En quelques traits et une image, pas davantage, mettre en scène les personnages, la situation qui, associée au bon mot, provoquera le rire, le sourire, lourd de sens parfois. Les critiques m'ont défini humoriste mélancolique, parce que quelques-uns de mes dessins le sont certainement un peu. Ils portent plus à réfléchir, mais il n'empêche qu'ils font rire du monde quand même. Et c'est bien ça que recherche tout dessinateur de presse. Faire réfléchir, oui, mais faire rire surtout. Wolinski, au fond, ne cherchait pas autre chose. Il exprimait les idées qui étaient les siennes. Mais ce qu'il voulait, c'était d'abord faire rire. Alors, pourquoi l'avoir tué ? Cette même question lancinante hante, depuis les événements de janvier dernier, l'atelier de Balou. Balou pour Pierre Balouet. Tout le calme et la quiétude de sa campagne iséroise n'ont pas suffi, ne suffiront jamais, à calmer la douleur du dessinateur, ami de Charlie, et de Tignous en particulier. On s'est mis à dessiner, moi j'ai beaucoup dessiné, j'ai dessiné des mares de sang, des cartouches. J'arrivais pas à dessiner Tignous, j'arrivais pas parce que je mouillais le papier. Je dessinais ces connards là, les barbus. On les combat maintenant, moi je les combats, les djihadistes. Comment ? J'ai la chance de travailler pour un journal qui s'appelle Jeune Afrique. Et ils me prennent tous les dessins où je fais des djihadistes. Et j'ai promis à tous mes copains, dessinateurs, de les faire avec des grosses têtes de cons, et je le fais. Et ça me réjouit, et j'en suis très fier, parce que c'est un journal qui est lu dans toute l'Afrique francophone. Par les gens qui savent lire, évidemment. Entre Dino, l'oiseau de nuit turinois, et Pierre, l'hirondelle des petits matins de Saint-Marcellin, il y a donc une douleur commune, mais aussi depuis 3 ans maintenant, un canapé. Un canapé virtuel posé quelque part sur la toile de l'Internet, ouvert à tous les vents de l'humour et de l'humeur du jour, et à tous les auteurs, une centaine au total, français, italiens, belges et même tunisiens, cubains,
le début d'une internationale du dessin dans un boudoir. C'est quoi ce boudoir que l'on a créé? Pour le savoir, il faut relire Le Marquis de Sade. Le boudoir, c'était le lieu où les vieilles prostituées transmettaient l'art de leur profession aux plus jeunes. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait, nous. Avec ce mensuel en ligne, nous enseignons autant à la jeune génération des dessinateurs qu'à nos contemporains l'art du dessin satirique. Il y a donc un fort lien avec la philosophie du boudoir du Marquis de Sade. Une philosophie primée par une dizaine de milliers de lecteurs en ligne, mais aussi par le plus grand festival d'humour italien, celui de Forte dei Marmi en Toscane, prix du dessin satirique à FECO France, la section française de la Federation of Cartoonist Organization. Au-delà de leur canapé virtuel, l'occasion d'une première rencontre en chair et en os pour Dino et Pierre, deux dessinateurs debout. Nous ne rendrons pas les armes devant une culture de la haine et de l'assassinat, simplement parce que nous sommes là pour faire rire. Alors, continuons. L'histoire racontée très rapidement en une seule image, jolie si c'est possible, belle, on ne peut pas s'en passer, j'espère. Et si vous souhaitez revoir ce reportage ou ce magazine dans son intégralité, un réflexe, rejoignez-nous sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. Je vous propose maintenant de nous rendre dans les salles obscures pour un film sorti récemment sur les écrans. Son nom, Fatima. Il retrace l'histoire d'une femme de ménage marocaine immigrée en France avec ses deux filles. Une mère courage qui va tout faire pour offrir à ses enfants le meilleur avenir possible. Une belle histoire, touchante et émouvante, inspirée du livre de Fatima El Ayoubi. Vous faites bien la baignoire à fond, hein? Vous n'oubliez pas les cheveux là dans le siphon. Je suis persuadée qu'on va bien s'entendre. Fatima, ou toutes ces femmes émigrées, silhouette discrète, souvent condamnées au petit boulot et au silence. Fatima El Ayoubi a aujourd'hui 60 ans. C'est une spécialité marocaine. 60 ans, dont 40 en France, où elle est arrivée sans parler un mot de français. 40 ans de ménage, et puis un beau jour, elle a décidé d'apprendre à écrire et de raconter sa vie. L'immigré perd ses rêves. L'immigré perd ses rêves, dit-elle, les range sous ses pieds et marche dessus dans l'oubli de ses désirs. Immigrer, c'est effacer. Le problème, c'est la langue, l'explication, pour exprimer. Je vous le jure que je sentais un animal, qu'il mange, qu'il dort, qu'il se réveille, qu'il produit, qu'il met. Fatima l'a écrit parce qu'elle l'a vécu. Quand les parents sont blessés, les enfants sont en colère. J'en ai marre de cette vie de rien. Arrête maman, arrête de dire qu'on est bien, on est dans une cage où tu vois on est bien, tu fais des ménages où on est bien. Quand il m'a dit ça, j'étais pas fâchée. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de père qui va aider, il n'y a pas de maman qui connaît quelque chose pour la aider. J'ai pas fait l'aide scolaire, je peux pas. Là, à travers ce livre et ce film, de dire peut-être à ce gens, cette femme, voilà son rêve, voilà ses enfants. J'ai dit à ces femmes et leurs enfants, soyez fiers. Soyez fiers. Parce que vous avez fait un travail formidable. Mon seul diplôme, c'était mon corps, a écrit cette mère courage. Ses deux filles sont aujourd'hui diplômées et c'est sa plus grande fierté. Fatima, un film à voir en ce moment au cinéma. Allez, suivez-moi, je vous emmène à Nice. La ville possède l'une des promenades les plus célèbres au monde. Un balcon sublime sur la Méditerranée, la promenade des Anglais. D'ici la fin du mois, officiellement, la ville va demander son inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Les 14 expositions présentées depuis cet été dans les musées de Nice rendent la démarche encore plus pertinente. Suivez le guide. C'est une promenade unique au monde. Une coulée de 6 km de long entre mer et ville. Avec sa luminosité inégalable et sa courbe si douce, elle n'a cessé d'inspirer les artistes et d'attirer les touristes. C'est très beau, il y a du monde, il y a du soleil, c'est magnifique. J'adore la plage, le temps et les gens. C'est mythique, la promenade des Anglais, les bâtiments, cette promenade qui est large, c'est sensationnel. Pour moi, il n'y a pas plus beau. C'est à la reine Victoria que ce lieu doit sa notoriété. À la fin du XVIIIe siècle,
il n'est alors qu'un modeste chemin de terre. Mais la reine, qui apprécie le climat et le charme de l'endroit, y fait venir ses amis aristocrates. La promenade des Anglais est née. Les estivants du monde entier se mettent à affluer le chemin s'urbanise et se part de palmiers. Hôtels, villas et casinos sortent de terre. Nice se construit. Elle est aujourd'hui l'une des villes touristiques les plus réputées du monde, en perpétuel mouvement. La promenade des Anglais n'a cessé d'évoluer tout simplement parce que c'est une réalité urbaine vivante. Il a fallu passer par exemple du tourisme d'hiver au tourisme d'été ou du tourisme aristocratique qui résidait essentiellement dans des villas, au tourisme bourgeois puis au tourisme de masse. Donc la réalité du paysage niçois est une réalité extrêmement mobile, extrêmement vivante. Cette année, la promenade des Anglais a décidé de concourir au titre de patrimoine mondial de l'humanité décerné par l'UNESCO. Dans ses atouts, la mise en place de 14 expositions. Peinture, architecture, patrimoine, tous les genres sont conviés, même la photo. Le célébrissime Martin Parr a créé un studio éphémère. Les visiteurs vont le regarder tirer les photos qu'il a prises le matin même. J'aime vraiment beaucoup la promenade des Anglais. Il y a énormément de touristes, des Français bien sûr, mais aussi des Japonais, des Anglais. C'est très cosmopolite comme population. La promenade des Anglais est un mythe qui appartient au monde entier. La faire figurer au patrimoine mondial de l'humanité la préserverait de toute défiguration, de toute destruction. Et découvrons ensemble à présent une magnifique aventure humaine. Des danseurs valides et handicapés se sont réunis pour une chorégraphie sous-marine. Une création originale signée par 2 artistes, une française et une grecque. La première représentation a eu lieu en Grèce, offrant un spectacle qui transcende les différences. Benoît Véran, Loïc Lemoine, reportage. C'est leur premier contact avec le monde sous-marin. Miché et Swad sont des danseurs handicapés de la compagnie Décabel. Ils s'entraînent pour apprendre les bases de la plongée en bouteille. Avec d'autres danseurs valides, ils vont participer à un projet fou, réaliser un ballet aquatique à 5 mètres au fond de la mer. Un spectacle imaginé par la chorégraphe Sophie Bulbulian. Quand on met des danseurs handicapés avec nous dans l'équipe, forcément le changement de regard est encore plus flagrant dans le public parce qu'ils pensent que ces gens qu'ils ne connaissent pas ne sont pas capables de. Et du coup, symboliquement, ça a encore une autre envergure. L'idée d'une chorégraphie sous-marine a pour le moins surpris ces danseurs de la banlieue parisienne. Sophie, elle arrive avec le projet. Ouais, on a un projet sous l'eau. Je lui dis, quoi ? Pardon ? On va danser sous l'eau. Comment ça, on va danser sous l'eau ? Pour Swad, danser sous l'eau est une expérience pleine d'émotions. Ce qu'elle m'avait dit, c'était aussi que sa maladie, elle venait du ventre de sa maman. Et c'était comme si le fait d'aller sous l'eau, c'était une renaissance. Le spectacle va bientôt débuter. La troupe de danseurs s'immerge dans son nouvel élément. Il y a beaucoup de stress, de trac, mais bon, ça va bien se passer à mon avis. Une première mondiale sous le temple de Poséidon. La troupe de Villiers-le-Bel, accompagnée de danseurs grecs, dessine un ballet de bulles. Équipés de bouteilles, les spectateurs entourent la scène, posés à 5 mètres sous la surface. Miché et Swad évoluent en apesanteur, leur handicap presque oublié. Cette expérience aquatique fait naître de nouvelles sensations. En fait, c'est quand j'oublie mon fauteuil et je suis comme un oiseau. Je vole. T'as envie de recommencer ? Encore, dit Miché. La plus grande récompense, c'est de voir les changements
Les changements de regard, on sent que ce qu'on a fait artistiquement a un impact sur la société. Prochain défi pour la troupe de danseurs, réaliser leur chorégraphie, cette fois sur la terre ferme. Rendez-vous à Paris en janvier prochain. Oui, nous serons là, bien sûr. Avant de se quitter, d'autres belles images sur le bien nommé Étang de l'Or. C'est juste à côté de Montpellier. Ici, la nature est reine, le calme et la sérénité sont de rigueur. Un cadre idéal pour des balades en kayak au fil de l'eau. Voilà une idée à l'approche des vacances scolaires en France. Juste le temps pour moi de vous souhaiter une belle semaine.